Le feu n'est pas parti tout seul, c'est une intervention humaine. S'ils nous disent que c'est pas eux, qui c'est? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dirigé vers le feu, oui ou non? Attention à ce que tu dis. La feu pas à l'envers. On vient d'apprendre qu'il y a eu un crash d'avion. Alors on ne sait pas si c'est au décollage ou à l'atterrissage. 4 personnes à bord qui seraient blessées. A été appelé sur un exhibitionniste. Donc en fait, c'est des collégiennes qui ont prévenu leur prof de sport qu'une personne s'est masturbée dans le véhicule et à la sortie du véhicule. Oui, quand tu vois des jeunes filles et que fatalement un petit peu. Là, on part sur un vol à main armée, a priori donc 2 individus armés d'un couteau et qui ont quitté les lieux en courant. Il me dit donne-moi l'argent des histoires. Et il me laisse cacher avec le couteau, je lui ai dit là, il y a la clé de franc. Je peux voir la propriétaire? Écoutez, les voisins disent moi je sais qui, moi je les emmerde et la musique je l'éteins pas. En fait, là, on est sur les lieux d'une tentative de cambriolage ou peut-être un cambriolage. C'est des gens qui se font passer par des services de l'État ou des gens qui viennent faire les relevés des compteurs d'eau, des choses comme ça. Généralement, ils se débrouillent pour laisser une porte ouverte qui permet le passage d'autres personnes. Donc les autres personnes, pendant ce temps, en profitent pour faire le tour de la maison. Donc là, on a découverte de cadavres, une personne vraisemblablement noyée. Ça peut être un accident, ça peut être un suicide, ça peut être un acte de malveillance. Toutes les hypothèses sont envisagées dans l'immédiat. Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation, votre magazine d'investigation. Ce soir, nous sommes à la direction générale de la Gendarmerie nationale. En effet, c'est à ce corps militaire prestigieux que nous allons nous intéresser dans cette émission. Qu'ils soient en charge d'enquêtes criminelles complexes ou qu'ils patrouillent pour assurer notre sécurité, vous allez voir que les gendarmes sont sur tous les fronts. Entre interventions risquées et simples contrôles routiers, nous avons suivi pendant plusieurs semaines le quotidien d'une compagnie de gendarmerie. Gendarmes, dans le secret de leurs enquêtes, c'est un film de Thomas Agostini et c'est tout de suite dans Révélation. Là, on part sur un vol à main armée, a priori donc 2 individus se sont rendus dans un supermarché à Imsheim. Pour le moment, les seuls éléments qu'on a, c'est donc 2 individus qui sont venus à pied armés d'un couteau et qui ont quitté les lieux en courant. A priori, vêtus de survêtements bleus et noirs, mais sans plus d'éléments. On aura ça d'ici 5 minutes dès l'arrivée sur les lieux. Imsheim, petit hameau de moins de 500 habitants à 40 km de Strasbourg. Réputé pour être tranquille, le village vient d'être victime d'une violence sans précédent. La supérette du coin qui approvisionne tous les habitants vient d'être braquée. Une première dans la région. Les enquêteurs de la brigade de recherche, Jean-Paul et Eric, arrêtent tous les passants. Leur espoir, un témoin qui les guide vers les braqueurs armés, et donc a priori dangereux. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous auriez pas vu 2 individus par hasard? C'est la gendarmerie de Saverne. Vous n'avez pas vu 2 personnes habillées en bleu et en noir? Vêtements bleus et noirs? Non. Merci madame, au revoir. On va s'arrêter donc. Bonjour monsieur, gendarmerie de Saverne. Il y a eu un braquage à la COP. Vous avez vu 2 personnes habillées en bleu ou en noir? Non. Vous avez vu personne dans la rue à l'instant? Mais personne n'a rien vu. Les braqueurs ont fait très vite et pour l'heure, ils semblent s'être tout bonnement volatilisés. La gérante est le seul témoin, mais la jeune femme est sous le choc. Difficile dans ces conditions de la faire parler. Là, vous avez tout fermé en fait. Hein? Oui, là j'ai fermé le... D'accord, donc depuis, personne n'est rentré dans le magasin. Première étape pour Eric et Jean-Paul, établir le mode opératoire pour savoir si les braqueurs sont des récidivistes. Donc alors ici, ils sont rentrés, ils n'ont rien touché. Alors ils rentrent par la porte, ils la touchent. Il faut la... Ouais, mais quand il touche la porte, il a déjà les gants ou il n'a pas les gants? Ils avaient les gants, ils avaient la capuche. Donc il ouvre cette porte, il vient chez vous, et ensuite qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. Alors moi, un des 2. Je vois déjà... Non, le français il était là. Reste là, d'accord. Je vois déjà le avec les gants, je recule. D'accord. Alors il vient là, jusqu'ici, il me fait comme ça, il me dit donne-moi l'argent des crétances. Et il me laisse cacher avec le couteau, je lui ai dit là, il y a la clé de franc. D'accord. Parce que moi j'ai dit non. Il m'a dit où ça? Alors j'ai pris la clé, j'ai fait comme ça. J'avais un pied de 50 et 4 pieds de 10. Pour l'instant, les gendarmes n'ont aucune piste. Alors, ils ne vont négliger aucun détail. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer au niveau des yeux? Vous avez pu remarquer les... Là c'était un arabe et l'autre c'était un français. D'accord.
Les deux parlaient très bien français. Ouais. D'accord. T'as pas, comme dit, il y a un accent un peu racaille, quoi. Accent racaille. Ouais. D'accord. Le couteau, quel type de couteau? C'était un petit. Petit couteau. Truc de poche. D'accord. Les indices dont disposent les enquêteurs sont plutôt minces pour le moment. Mais un témoignage décisif va les mettre sur la piste des braqueurs. Pour le moment, les premiers éléments qu'on a, donc c'est deux témoins qui auraient vu les deux individus partir à bord d'un véhicule type sans plus de précision, qui serait de couleur jaune, couleur or. Voilà les premiers éléments qu'on a. Les enquêteurs disposent désormais d'un signalement assez précis des individus et du véhicule qui les transportait. Ouais, donc a priori, donc deux individus qui sont partis à bord d'une voiture de type couleur jaune or. Voilà. Donc c'est deux jeunes qui étaient vêtus de survêtements bleus et noirs, qui sont partis d'ici en courant et qui ensuite, a priori, seraient montés dans un véhicule. On vient d'Atmat, on n'a rien. Vous étiez sur Atmat, d'accord, ouais, tournez un peu ici, ouais. Nickel, on vous tient au juste si jamais il y a quoi que ce soit. Le butin dérobé est maigre, mais la violence des braqueurs ne laisse aucun doute. Les voleurs sont dangereux, il faut absolument les arrêter avant qu'ils ne récidivent. Ah bah c'est le bon plan pour aller chercher une petite centaine d'euros. Et les mecs ils risquent des assises pour 100 euros quoi. Ouais. C'est criminel quoi. 100 euros quoi. À mon avis, ce qui va être primordial dans cette enquête, c'est le voisinage, c'est de recueillir relativement rapidement tous les premiers éléments qui nous permettront vraiment d'orienter les recherches vers ce véhicule. Saverne, une ville tranquille au cœur de l'Alsace, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg. Ici, les anges gardiens, ce sont les gendarmes. Incendie criminel, vol à main armée, cambriolage, délinquance itinérante, les 112 gendarmes de la région veillent jour et nuit sur les habitants. Des enquêtes de longue haleine aux interpellations musclées. Nous avons suivi pendant plusieurs semaines le quotidien des forces de l'ordre. Voici leur histoire. Retour à Imsheim. La supérette a été victime d'un vol à main armée et d'une violence sans précédent. Les dangereux braqueurs sont toujours en fuite. Mais le lendemain, l'appel à témoins des gendarmes va porter ses fruits. Une femme habitant à proximité pense avoir vu la voiture des braqueurs. Vous avez été toute l'après-midi à la maison? Oui, j'étais à l'intérieur. Mais on avait, vers les 4 heures, on avait déjà remarqué cette voiture. Ils étaient garés devant notre garage. Devant votre garage? Devant notre garage. Ouais. Vous savez ce que c'est comme type de véhicule ou pas? Vous avez déjà vu ce véhicule auparavant? Non, c'était juste hier après-midi. C'était des gars qu'on ne connaissait pas et la voiture non plus. Hein. Il y avait combien de personnes à bord? 2, à la limite 3. Ces informations sont une mine d'or pour retrouver les voleurs. L'affaire est maintenant transmise à la brigade de recherche. Jean-Paul va tenter de retrouver le propriétaire de la voiture. Là, c'est intéressant, quoi. On a une piste sérieuse, on va dire. Donc, on va pouvoir faire une planche photo avec des photos intéressantes pour montrer à la victime, pour voir si elle reconnaît ses agresseurs, quoi. La gérante de la supérette est convoquée à la gendarmerie. À elle maintenant de reconnaître son agresseur. Encore sous le choc, elle est anxieuse à l'idée de revoir l'homme qui l'a menacée avec un couteau. Les enquêteurs vont lui présenter une planche photographique. 9 visages, et parmi eux le suspect. On appelle ça un tapissage. Alors un tapissage photo, c'est la photo des personnes qu'on suspecte noyées parmi plusieurs photos. Comme ça on reste le plus objectif possible, le plus neutre, la victime on n'influence pas. La seule qui puisse maintenant l'identifier, c'est la gérante du magasin. Comment allez-vous? Ça va? Donc comme je vous ai dit, j'ai un panel de personnes qui sont susceptibles de correspondre aux agresseurs. Il se peut qu'ils soient dedans ou qu'ils n'y soient pas. Donc vous me dites oui c'est lui, non c'est pas eux, oui peut-être lui, lui ça me parle, ça correspond un peu au visage, au regard, aux cheveux, aux oreilles, au nez, voilà quoi. Hein? Mais ça se trouve il n'est pas dedans. Hein. Donc, je vous présente le panel photographique qui comporte 9 personnes. Est-ce que vous reconnaissez parmi ces 9 personnes l'un de vos agresseurs ou vos agresseurs? Personne? Coup de théâtre. La jeune femme ne reconnaît pas le suspect. Non, comme dit, après les visages, ça commence un peu à partir. Quoi. Donc elle ne le reconnaît pas. Après, une photo, elle peut ressembler ou pas à quelqu'un, quoi. Le témoignage évasif de la gérante ne permet donc pas l'interpellation. Pour les gendarmes, l'enquête s'arrête là. Celle qu'ils vont devoir résoudre quelques jours plus tard ne pourra, elle, pas attendre.
Toutes les brigades de la compagnie vont être mobilisées pour un crime très rare. Vous êtes bien chez les pompiers, veuillez patienter. Oui, les pompiers. Ah, c'est pour un incendie. On voit des poubelles qui sont brûlées et tout. Il y a des gaz à côté. À quelle adresse? Chocolatier Jacques Bockel. D'accord, on va y aller. 2 juillet dernier, en pleine nuit, les habitants sont réveillés dans leur sommeil par une violente déflagration. À quelques minutes du centre-ville, un incendie phénoménal s'est déclaré. C'est la chocolaterie de la région que ces flammes impressionnantes sont en train de dévorer. L'usine est ravagée. Une usine bien connue des habitants. La chocolaterie, c'est un peu la fierté de la région. Pas moins de 20 familles qui se retrouvent au chômage technique et un préjudice financier astronomique. 4 millions d'euros partis en fumée. Du jamais vu à Saverne. Alors, les forces de l'ordre vont tout faire pour résoudre cette affaire. L'incendie est-il accidentel ou criminel? 9 heures après le début de l'incendie, d'importantes quantités de fumée continuent de s'élever au-dessus des bâtiments calcinés. Pendant que les pompiers maîtrisent le feu, les gendarmes commencent leurs investigations. Cet homme qui témoigne n'est pas un témoin ordinaire. C'est le premier pompier arrivé sur les lieux de l'incendie. Et ce qu'il va révéler aux gendarmes va s'avérer crucial pour la suite de l'enquête. Qu'est-ce qu'il y avait donc comme premiers éléments? Les poubelles qui étaient à droite de la façade étaient en feu. De plus, on voyait déjà de l'extérieur que le feu avait pris sous la toiture du bâtiment. D'accord. Donc on peut marquer que vu la configuration du site, l'état des vitres du bâtiment, il est fort probable que le feu vienne des poubelles. Est-ce qu'il y a une précision supplémentaire à amener qui pourrait amener des éléments dans le cadre de l'enquête? Il y a une dame, je pense une voisine, je ne sais pas où est-ce qu'elle habite, qui est venue spontanément à moi, me dire qu'elle avait vu 2 jeunes. 2 jeunes sur le site. Sans plus de précision? On va dire qui sortaient de derrière. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est ces mots, donc je pense qu'elle voulait dire là où il y avait les poubelles et l'allée. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants pour nous. 2 jeunes gens auraient été aperçus aux alentours de la chocolaterie à l'heure où le drame s'est déclaré. Étaient-ils simplement au mauvais endroit au mauvais moment ou ont-ils un lien avec l'incendie? Désormais, la piste criminelle est sérieusement envisagée. La priorité pour les gendarmes, retrouver ces mystérieux individus. Ne disposant d'aucun indice, ils vont alors recourir à une technique qui a fait ses preuves depuis longtemps. Bien là, on procède à l'enquête de voisinage. On va voir si les voisins ont des informations à nous communiquer sur l'incendie, s'ils ont vu quelqu'un partir avant et s'ils ont des éléments importants pour nous. Les enquêtes de voisinage sont souvent longues et fastidieuses, mais pour une fois, celle-ci va se révéler payante très rapidement. Depuis son balcon situé au dernier étage, cet habitant a pu tout voir. Et sans le savoir, il est le témoin clé d'un crime. Il était à peu près, pas vraiment minuit passé parce que j'avais des invités à la maison. Ma tante m'a demandé, tiens, on dirait qu'il y a de la fumée. Alors ma tante, ils ont dit là, c'est des poubelles peut-être qui crament là derrière parce que ça a juste pris derrière l'arbre, vous voyez là-bas, le coin là-bas. D'accord, sur le côté. C'est ma femme qui a vu, moi j'ai pas vu, elle m'a dit que ça commençait là-bas. L'autre jour, on avait déjà un départ de feu là, c'est des jeunes qui s'amusaient ici, que j'ai engueulé. On allait voir, il n'y avait rien, il y avait un peu de fumée, ils voulaient allumer ici, c'était 3 jeunes. Ils habitaient là derrière, mais je ne sais pas qui c'était. C'était le soir, ils gueulaient, ils sont partis. Vous avez l'habitude de voir des jeunes traîner par ici qui peuvent faire derrière, il n'y a que ça dans la cité, ça, je ne peux rien dire. Parce que nous, on est là, beaucoup qui traînent là, mais qui sont surtout là derrière. Ils jouent sur le parc au niveau de l'école. D'accord. Des adolescents du quartier voisin ont été surpris quelques jours plus tôt à jouer les pyromanes. Une information en apparence anodine pour les enquêteurs. Pourtant, elle va immédiatement leur mettre la puce à l'oreille, car c'est justement un adolescent qui a donné l'alerte et prévenu les pompiers. Il est immédiatement convoqué à la brigade. Le chef Jean-Philippe doit savoir quel lien exact le relie à l'incendie. S'agit-il d'un bon samaritain qui n'a fait que son devoir de citoyen ou d'un pyromane qui regretterait son geste? 23h a été posé sur les murets. Il a pu voir de la fumée, mais c'était très léger. Et là, on est remonté pour aller voir, et là, on avait croisé 3 jeunes du quartier aussi. Du coup, ils étaient avec nous et on voulait essayer d'éteindre le feu. Donc, il y avait les gaz à côté, je me suis dit, c'est peut-être mieux d'appeler les pompiers. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous dans la rue à ce moment-là, à part
3 autres qui vous ont rejoint après. Alerté par les flammes, le jeune adolescent s'est dirigé vers la chocolaterie. Mais sur place, à son grand étonnement, des jeunes étaient déjà en train de regarder le feu. L'ont-ils simplement devancé ou ont-ils déclenché l'incendie? Est-ce que vous pensez qu'il y en a un des 4 qui aurait pu mettre le feu à la poubelle? Si c'est eux, ça serait vraiment bête parce que voilà. C'est sûr. Non mais après, ça part peut-être d'une bêtise, hein, mettre le feu à une poubelle, voilà, c'est que le feu à une poubelle. Au départ, si ça part de là, mais bon, ça finit par brûler tout le hangar. Je sais pas du tout. Ouais. Donc je dis pas que ce sont eux, hein, mais je sais pas. Selon l'adolescent, les jeunes qu'il a aperçus seraient incapables de commettre l'acte qui leur est reproché. À ce stade de l'enquête, le chef Jean-Philippe ne peut se contenter de simples suppositions. Il a besoin de preuves, et pour les obtenir, une seule solution, passer au crible la scène de crime. L'incendie a été totalement maîtrisé, les lieux ne présentent plus de risques. L'heure est désormais à la collecte et à l'analyse d'indices. C'est le major Pascal qui dirige les investigations. Première étape, déterminer le point de départ du feu. Et pour lui, le constat est sans appel. C'est ici que l'incendie a démarré. Si l'incendie est volontaire, la personne qui a mis le feu à la poubelle ne peut pas ignorer qu'à côté, il y ait des bouteilles de gaz, qu'à côté, il y ait des palettes en bois, voire des palettes en plastique. Et donc, forcément, en allumant la poubelle, l'intention est désastreuse derrière. Une fois que la poubelle est prise, donc les flammes se dégagent, une chaleur se dégage, et va tout de suite impacter le toit. Et après, le feu va se propager naturellement, les vitres vont éclater et vont contaminer automatiquement, comme c'est un simple vitrage, vont contaminer les emballages papier, carton, et la suite, donc, on la connaît, le bâtiment a pris feu. Pendant ce temps, à la brigade, les gendarmes ont passé en revue les caméras de vidéosurveillance du quartier. Et des images vont immédiatement retenir leur attention. En plein milieu de la nuit, 2 individus se dirigent vers la chocolaterie, quelques minutes avant le départ du feu. Là, on les voit arriver tous les deux. Donc là, en fait, ils viennent bien de la rue. Là. Côté rue, hein. Côté rue, on voit bien. Les trucs de partout. Voilà. Et ils rentrent bien sur le site. Donc il y a vraiment une intention vraiment déjà... le comportement est déjà louche. L'heure d'arrivée sur les lieux peut correspondre avec... Absolument, absolument. L'heure peut correspondre. C'est la raison pour laquelle il nous faut identifier ces 2 personnes et leur demander vraiment ce qu'ils faisaient là. Leur comportement est quand même, au vu de la vidéo, au vu des images, leur comportement est quand même suspect. Les 2 individus, l'un vêtu de clair et l'autre d'un t-shirt rayé, passent plusieurs minutes devant la chocolaterie avant de s'éloigner des caméras. Difficile de savoir ce qu'ils ont fait pendant ce temps. Mais lorsqu'ils reviennent quelques minutes plus tard, ils semblent en proie à une violente agitation. Et là, ils sont 3, là. 4. Ils sont 5. 5, oui. Les images sont de mauvaise qualité, difficile d'identifier qui que ce soit, mais un indice va permettre aux enquêteurs de reconnaître au moins l'un d'entre eux. On a donc un petit Gugus qui a un t-shirt rayé. Voilà, c'est celui-là. Il s'agit du même adolescent aperçu quelques minutes avant le départ du feu. Mais surprise, il ne semble pas du tout effrayé par l'incendie pourtant impressionnant. Et il n'est pas le seul à avoir un comportement inattendu. Voilà, donc ils ont sûrement dû constater le feu. Ouais. Il y en a qui vont s'avancer, d'autres qui vont rester en arrière. Ça les fait rire. Voilà, ils font les zouaves. Lui va danser, super, ouais. Tectonique. Ouais, je trouve ça super marrant. Quelques minutes plus tard, ils se dispersent. L'endroit sera complètement désert à l'arrivée des pompiers. Alors forcément, ces jeunes ont l'air de parfaits coupables. Ce sont des gens qui vont nous intéresser en audition, effectivement, qui sont susceptibles de nous apporter des éléments, parce qu'on est vraiment dans le créneau de la commission des faits horaire, et ils sont vraiment sur place. Cela fait maintenant plus de 24 heures que l'incendie s'est déclaré. Depuis, toute la brigade est sur le pied de guerre. Pas question pour les gendarmes de laisser les auteurs de l'incendie s'en tirer. Il est 11 h, brief général. L'adjudant Eric a récolté le témoignage d'une femme qui se révélera déterminant pour la suite de l'enquête.
Elle dit que ce sont deux individus qui ont une corpulence physique qui est quasi similaire. Corpulence physique, à savoir assez fine, 1m60-65. Elle est prof, donc elle arrive à déterminer à peu près leur âge. Elle dit que c'est des gens qui doivent être scolarisés en 3e ou 4e maximum. Ils ne sont pas scolarisés dans son collège, ça est formel. Elle ne serait pas à même de les reconnaître. Tout ce qu'elle peut nous ramener comme précision, c'est qu'un des deux, elle l'a revu sur le site quand les pompiers étaient présents. Le deuxième, elle ne peut pas nous confirmer. C'est celui qui avait le t-shirt rayé, le polo rayé. Ouais. Voilà. Ces renseignements vont permettre à l'enquête de réaliser un bond sans précédent. En effet, à Saverne, il n'y a que 2 collèges. Maintenant que les gendarmes savent celui que fréquentent les suspects, cela leur permet d'éliminer bon nombre d'entre eux. Alors discrètement, ils vont montrer les images de vidéosurveillance et leur démarche va se révéler payante. Les gendarmes ont désormais identifié les 5 adolescents présents au moment des faits. 4 d'entre eux sont mineurs. La procédure doit être respectée à la lettre. 5 objectifs, 4 mineurs. On va démarrer pour 8 heures, c'est pas la peine de démarrer avant. Parce qu'il faut prévoir que derrière, on a une présentation, on va relâcher bien évidemment les 3 autres qui sont entre parenthèses des spectateurs. On va les relâcher et les auteurs, on va les garder avec nous. Et comme il semblerait que ce soit des mineurs, ils seront présentés mercredi matin devant le juge des enfants pour être mis en examen. Obtenir des aveux, accélérer la procédure. Pour y parvenir, avoir recours à la ruse. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, il ne s'agit pas de les prendre à la gorge tout de suite en leur disant « 4 millions d'euros! Il va falloir les sortir, je veux le chèque !» Parce que là, ils vont tous faire comme ça, et puis c'est pas moi. Donc il va falloir quand même la jouer plus en finesse, j'ai envie de dire. On va faire jouer le côté social, le côté assurance, fonds de garantie, voilà. Ils sont mineurs, voilà. Il y a de quoi faire pour les rassurer et d'obtenir surtout la vérité. Parce que si on les braque sur les 4 millions d'euros, ça va vite se terminer là. C'est pas moi, j'ai rien fait. En tout cas, j'étais pas tout seul. En effet, si les suspects nient, impossible de les confondre. On ne voit personne jamais mettre le feu, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est là la subtilité quand même. Hein. La subtilité, c'est qu'ils ont toujours une possibilité de dire « c'est pas nous ». Il faut expliquer leur présence. Voilà. Par contre, ils sont vraiment là au départ du feu. Le feu n'est pas parti tout seul, c'est une intervention humaine. S'ils nous disent que c'est pas eux, qui sait? Les gendarmes semblent sûrs de leurs faits et ils vont pouvoir mettre la main sur les auteurs de l'incendie quelques jours plus tard. Le lendemain matin, de l'autre côté de la ville, les gendarmes sont appelés pour une affaire exceptionnelle. Ils répondent à un appel d'urgence lancé par l'aérodrome de la région. On vient d'apprendre qu'il y a eu un crash d'avion, alors on a un petit aérodrome sur la commune de Steimbourg. Donc a priori il y a un avion qui aurait chuté, alors on ne sait pas si c'est au décollage ou à l'atterrissage. Il y aurait 4 personnes à bord qui seraient blessées et l'avion serait en feu. L'avion qui s'est crashé est un appareil de ce type, un ULM de tourisme qui peut voler jusqu'à 4500 mètres d'altitude. Pour l'instant, les gendarmes ignorent tout de la situation. Ils doivent sans plus attendre sécuriser la zone. Sur place, ils font un rapide point avec les pompiers. On a 2 blessés au bout. On a le crash d'un avion, 2 blessés au bout. On est en train de s'en occuper. Personne à l'intérieur. De l'avion, il ne reste plus grand-chose. Les passagers ont été éjectés au moment où l'appareil s'est écrasé en bout de piste. Et par miracle, ils ont survécu. Mathieu veut savoir si les victimes sont en mesure de parler. Celui qui pilotait, a priori, a une fracture de la jambe. Il s'est pris la tête dans le tableau de bord, donc a priori un peu sonné. Mais bon, il va bien, on l'a vu, il est conscient. Et le deuxième, on ne sait pas encore, il est en train de se faire bilanter, toujours dans l'ambulance. Pour en savoir plus sur les circonstances du crash, les gendarmes vont interroger un témoin clé de la scène. Il s'agit de cet homme, pilote et également membre de l'aéroclub. Pas de moteur au décollage. D'accord, donc lui partait, donc il venait là, du bout. Il était en 15, il est parti en 15, donc vers ici. Pas de moteur au décollage et pas trop haut. Le problème, il n'y a pas beaucoup de choix. Là derrière, il n'y a pas beaucoup de choix. Là-bas, il n'y a pas de choix non plus. Donc il a essayé de prendre à droite, mais ça n'a pas suffi. C'est donc sur la piste 15, au moment du décollage, que le pilote a perdu le contrôle de son appareil. Erreur humaine ou défaut de fabrication? Pour l'instant, toutes les hypothèses sont envisagées. Mais un autre gendarme va enfin avoir le fin mot de l'histoire.
C'était un vol avec un élève et l'instructeur. Donc l'instructeur a donné comme consigne à l'élève de couper les gaz. Et en fait, visiblement, l'élève aurait coupé l'arrivée d'essence. Donc voilà ce qui a forcément entraîné la panne des moteurs. Et donc il a perdu de l'altitude, il n'a pas réussi à redresser. Et voilà ce qui explique l'incident. L'élève a appuyé sur le mauvais bouton et a coupé sans le vouloir l'arrivée d'essence. Privé de carburant, l'avion a brutalement perdu de l'altitude. Heureusement, l'instructeur a eu le réflexe de lui faire demi-tour pour faire planer l'appareil et ralentir sa chute. C'est donc une erreur humaine qui serait à l'origine du crash. Mais pour en être sûr, 2 experts de la GTA, la gendarmerie du transport aérien, sont dépêchés sur place. Ils vont pouvoir, grâce à leurs analyses scientifiques, reconstituer le déroulement des faits. Donc là, on a un avion qui décolle et qui pique pour ça. Ouais. Puis il a rebondi. Il y a lesquels de rapportement? Les morceaux de l'appareil qui sont là. Donc là, il a dû taper là en premier, il a rebondi, il a tapé ici. Donc le premier point de choc est ici. Pour l'instant, les indices matériels confirment les témoignages des passagers. À première vue, la machine serait hors de cause. Notre travail, c'est de savoir qui peut être responsable dans le cadre de cet accident, c'est-à-dire un facteur humain, en l'occurrence peut-être l'entretien de la machine, peut-être aussi le pilote, s'il y a un instructeur par exemple, etc., etc. Statistiquement, les passagers n'avaient aucune chance d'en réchapper. Pourtant, ils sont bien en vie. Les gendarmes eux-mêmes n'en reviennent pas. Les occupants de l'appareil ont eu de la chance. Ah, tout à fait, oui. Il y a toujours une part de chance, de miracle, et puis peut-être que la décision qui a été prise aussi à bord, s'il y en a une mauvaise, admettons, si c'est un facteur humain bien sûr, il y en a peut-être une autre aussi qui a permis, en l'occurrence, de sauver la vie de l'un et de l'autre. Ça, c'est inévitable. Retour à la gendarmerie. Aujourd'hui, la brigade de recherche se prépare pour une opération d'envergure. Rappelez-vous, 48 heures plus tôt, la chocolaterie de la ville avait été ravagée par un incendie criminel. Après enquête, les gendarmes ont identifié une liste de suspects, un groupe d'adolescents. Ce matin, ils vont aller les chercher pour les placer en garde à vue. Pas loin de 10 véhicules de gendarmerie quittent la brigade. Les interpellations seront simultanées. Pascal, épaulé par les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, conduit l'équipe chargée de récupérer l'un des suspects. Et c'est son père qui les accueille. Voilà, on vient on fait une opération concernant l'incendie de la société Bockel. Ouais. Il y a plein de jeunes qui étaient présents à ce moment-là, dont et on a des questions à poser à plein de jeunes et pour voir comment ça s'est produit, d'accord? Et on aimerait voir pour... Le jeune adolescent, pas tout à fait réveillé, écoute avec attention le major Pascal. Tu étais présent le soir où la société Bockel a brûlé, avec plein d'autres jeunes, ok? Il va falloir que tu nous expliques, parce qu'on a beaucoup d'éléments qui nous disent que vous étiez là pour voir l'incendie, effectivement c'est au départ de feu, mais qu'en fait il s'est passé autre chose. Et qu'en fait, vous avez été dépassé par les événements. Il va falloir maintenant me dire ce qui s'est passé. Et il faut absolument que ça aille vite pour que la société puisse repartir. C'est important. Parce que derrière, il y a 20 personnes qui veulent travailler. Les gendarmes fouillent la chambre. Objectif, mettre la main sur les vêtements qu'il portait ce soir-là et qui situent le jeune adolescent sur les lieux du crime. Ça te prendra avec toi. Il y avait quelqu'un avec toi qui avait un t-shirt avec des rayures. C'est qui? Comment il s'appelle celui-là? C'est un pote. Oui, comment il s'appelle? D'accord, celui qui a les rayures, là, le t-shirt. D'accord. L'adolescent confirme aux gendarmes l'identité de ceux qu'il suspecte. 9 h, retour à la gendarmerie. Tous les jeunes ont été interpellés et leurs auditions sont menées simultanément. Le but, les empêcher de se mettre d'accord sur une version des faits. J'ai bien compris que tu es placé en garde à vue, donc il y a le maître qui est ton avocat qui va assister à tous les interrogatoires. Qui a allumé le feu? Avec quoi? Avec un briquet. Juste avec un briquet? Ouais. Il a allumé quoi? Sachet de poubelle. Il te l'a dit? Ouais. Et comment il était quand il te l'a dit? Il a stressé. Il était en stress. Je pense qu'il avait peur au fond. Les témoignages concordent parfaitement. Ils désignent tous l'adolescent au t-shirt rayé et son acolyte comme étant les auteurs de l'incendie. Reste désormais à déterminer les responsabilités de chacun. Pour y parvenir, ils vont alors organiser une confrontation. Le seul souci qu'on a un petit peu, c'est dans le rôle de chacun au moment du départ du feu, du feu dans la poubelle. Il faut que chacun, maintenant, vous allez me dire ce que vous avez fait, vous, et ce que le deuxième a fait. Qui a eu
la bonne idée de mettre le feu aux poubelles? Ce n'est pas moi. Donc c'est pas toi qui as l'idée. Donc pour toi c'est qui a eu cette idée. La question est claire, vous étiez deux. Difficile. Donc, c'est pas moi, c'est... Oui. Même question à... Bah, c'est moi. Ok. C'est clair pour moi. Pascal veut connaître les détails du mode opératoire pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. La question à poser, explique-nous comment tu as mis le feu à la poubelle. Ah, vas-y, commence. On était en train de fumer. Je me suis rapproché de la poubelle. Et j'ai cramé le petit bout de plastique qui m'est passé. Ça a commencé à brûler. Après, il a pris le bout de plastique qui était en train de cramer. Il l'a mis dans la poubelle et ça a pris feu. Les responsabilités de chacun sont maintenant établies. En moins de 48 heures, les gendarmes ont résolu l'enquête. Ils ont pris conscience que c'était très grave ce qu'ils ont fait et que les conséquences auraient pu être beaucoup plus dramatiques si les bouteilles de gaz avaient explosé. Direction le tribunal de Saverne, où les deux jeunes gens seront jugés en comparution immédiate. Ils ont commencé à pleurer, oui, parce que déjà la peur de la sanction pénale. Deuxièmement, la peur des parents. Parce que derrière, c'est des familles très bien. Il faut bien comprendre que pour les parents, c'est une trahison. Ils avaient la confiance de leurs enfants. La confiance a été rompue. Donc, c'est pas facile. Ils sont montrés du doigt, ces familles, avec certainement aussi une retombée médiatique. Et ils auraient pu bien se passer. Donc, tout ça fait que pour l'enfant, ça sera très compliqué de regagner la confiance des parents. En attendant de regagner la confiance de leurs parents, les deux adolescents vont devoir répondre de leurs actes. Lors de leur comparution immédiate, ils ont chacun écopé d'un contrôle judiciaire avec interdiction de sortir de leur domicile entre 21h et 6h du matin. Si les gendarmes ont affaire à des délinquants de plus en plus jeunes, ils sont néanmoins aussi confrontés à des suspects au-dessus de tout soupçon. Difficile de croire que parmi les personnes âgées se cachent parfois des prédateurs sexuels. Nadège roule à toute allure vers le collège de la ville. Des jeunes filles auraient été victimes d'un exhibitionniste. Alors là, on a été appelé sur un exhibitionniste. Donc en fait, c'est des collégiennes qui ont prévenu leur prof de sport qu'une personne s'est masturbée dans le véhicule et à la sortie du véhicule. Donc là, les collégiennes qui ont été victimes des faits sont parties en forêt on ne sait où. Donc on va aller voir la prof de sport qui a mis la personne en fuite. En effet, c'est la professeure de sport qui a mis l'individu en fuite. Mais qui sait jusqu'où il serait allé s'il n'avait pas été interrompu. Les gendarmes foncent à la rencontre du professeur. Ils doivent prendre sa déposition sans plus attendre. Car plus les heures passent, moins leur précieux témoin sera précis. Et là, les jeunes filles, elles ont quel âge? Elles sont en 4e, donc elles ont 14 ans, 13-14 ans. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner la description de la personne que vous avez vue faire l'exhibition, ou en tout cas dont les collégiennes vous ont averti? Alors oui, c'est un monsieur qui, à mon avis, a 60 ans dépassé, je pense, des cheveux blancs. Oui. Et il a un nez relativement pointu, voilà. Il était assis dans sa voiture, donc je ne peux pas vous dire... Et vous l'avez vu en train de se masturber ou pas Non, du tout? Moi, quand je suis arrivée derrière le... Donc les filles étaient en pleurs, m'ont dit ce qui s'est passé. Le monsieur était encore dans sa voiture, donc je suis allée le voir dans sa voiture. Donc il était assis dans sa voiture, la vitre côté était ouverte. Et je lui ai demandé ce qu'il avait fait devant les filles. Il était au téléphone et il m'a dit qu'est-ce que j'ai fait, je m'en vais, voilà. J'ai noté la plaque d'immatriculation. D'accord. Alors c'est soit une vert foncé, soit une vert foncé. D'accord. Dans un instant de révélation, vous verrez comment les gendarmes vont tout mettre en œuvre pour interpeller au plus vite le délinquant sexuel. Demain, vous êtes convoqué à la gendarmerie à 8h. Il y a plusieurs personnes qui vous ont vu, vous êtes reconnus. Dans cette enquête, le témoignage des victimes sera primordial. Mais tu sais, ce qu'il a fait, c'est pas normal. Hein. Il n'avait pas à te le montrer. Hein. Vous verrez aussi comment les gendarmes vont enquêter sur un réseau de cambrioleurs très organisé. C'est des gens qui se font passer par des services de l'État ou des gens qui viennent faire les relevés des compteurs d'eau. Ils s'attaquent, comme vous pouvez le voir, souvent à des gens qui sont déjà un petit peu âgés, des fois désorientés. Donc...
Si les gendarmes ont affaire à des délinquants de plus en plus jeunes, ils sont néanmoins aussi confrontés à des suspects au-dessus de tout soupçon. Difficile de croire que parmi les personnes âgées se cachent parfois des prédateurs sexuels. Nadège roule à toute allure vers le collège de la ville. Des jeunes filles auraient été victimes d'un exhibitionniste. Alors là, on a été appelé sur un exhibitionniste. Donc en fait, c'est des collégiennes qui ont prévenu leur prof de sport qu'une personne s'est masturbée dans le véhicule et à la sortie du véhicule. Donc là, les collégiennes qui ont été victimes des faits sont parties en forêt on ne sait où. Donc on va aller voir la prof de sport qui a mis la personne en fuite. En effet, c'est la professeure de sport qui a mis l'individu en fuite. Mais qui sait jusqu'où il serait allé s'il n'avait pas été interrompu. Les gendarmes foncent à la rencontre du professeur. Ils doivent prendre sa déposition sans plus attendre. Car plus les heures passent, moins leur précieux témoin sera précis. Et là, les jeunes filles, elles ont quel âge? Elles sont en 4e, donc elles ont 14 ans, 13-14 ans. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner la description de la personne que vous avez vue faire l'exhibition, ou en tout cas dont les collégiennes vous ont averti? Alors oui, c'est un monsieur qui, à mon avis, a 60 ans dépassé, je pense, des cheveux blancs. Oui. Et il a un nez relativement pointu, voilà. Il était assis dans sa voiture, donc je ne peux pas vous dire... Et vous l'avez vu en train de se masturber ou pas Non, du tout? Moi, quand je suis arrivée derrière le... Donc les filles étaient en pleurs, m'ont dit ce qui s'est passé. Le monsieur était encore dans sa voiture, donc je suis allée le voir dans sa voiture. Donc il était assis dans sa voiture, la vitre côté était ouverte. Et je lui ai demandé ce qu'il avait fait devant les filles. Il était au téléphone et il m'a dit qu'est-ce que j'ai fait, je m'en vais, voilà. J'ai noté la plaque d'immatriculation. D'accord. Alors c'est soit une vert foncé, soit une vert foncé. D'accord. À la recherche d'un délinquant sexuel, les gendarmes vont maintenant interroger les victimes. Malgré tout, il faut qu'on auditionne les victimes, parce que si on n'a pas de victimes, on n'a pas d'infraction, puisque c'est des infractions qui touchent, on va dire, à la vision et à la pudeur. C'est parce qu'il l'a fait au vu du public que l'infraction tient. Il l'aurait fait chez lui, ça posait pas de problème. Donc il faut quand même qu'on entende les victimes, même si elles ne déposent pas plainte. Nadège retrouve donc les 4 jeunes filles. Nous les appellerons Lola, Manon, Caroline et Julie. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé tout à l'heure? En fait, j'étais en vélo avec... eux, ils étaient à pied. Et on est allé devant la porte. Et en face, il y a les trucs pour les verres, les bouteilles et tout. Oui. Là-bas, il y avait un vieux et il mettait ses bouteilles, il n'arrêtait pas de nous regarder. Et à un moment, il a... Encore très marquée par la situation, Lola craque. Les gendarmes la rassurent pour l'encourager à parler. Vous pouvez peut-être l'aider, non? Me dire ce que vous avez vu? Mais tu sais, ce qu'il a fait, c'est pas normal. Hein. Il n'avait pas à te le montrer. Hein. Mais moi, j'ai besoin de savoir parce que ce qu'il a fait, justement, c'est pas normal et je voudrais aller lui dire. Et si tu me le dis pas, je pourrais pas aller lui faire la remarque. C'est pas ta faute. Hein. T'inquiète pas, hein, c'est pas de ta faute. C'est la faute de personne. Oui. C'est la faute à lui. Il s'est... Masturbé? Ouais. Vous avez vu ses parties génitales? Ouais. 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 T'as quel âge? 13. 13 ans? 13. 14, 13. Même quand on a de la bouteille, ce genre de témoignage est parfois difficile à entendre. Nadège, c'est pas facile pour les victimes? Non, c'est sûr. Quand je vois ce qu'une personne par ses actes peut faire comme mal sans même s'en rendre compte, et moi ça me débite complètement, quoi. Ce genre d'attitude. Là, je sais pourquoi je travaille. À la brigade, Lola semble s'être remise de ses émotions. Elle va maintenant devoir raconter les faits avec précision. Un moment embarrassant pour la très jeune fille, mais néanmoins obligatoire. As-tu vu ce qu'il a fait avec sa main quand elle était dans son pantalon? Il a monté les seins. D'accord. Il portait quoi comme vêtements? Un genre de bermuda et une chemise bleu foncé. Nadège choisit ses mots avec soin pour déculpabiliser Lola et la rassurer. Toi, tu es considérée comme une victime de ces agissements, en fait. Tu as été agressée, on va dire, visuellement. Tu vois, tu n'avais pas à le voir. Est-ce que tu veux déposer plainte pour ces faits-là?
Tu sais pas. De toute façon, je poserai aussi la question à tes parents. Mais voilà, je te pose la question parce que c'est toi que ça concerne. Tu sais pas. Tu comprends l'intérêt qu'il y a à déposer aujourd'hui quand même. Tu vois, le but, c'est que vraiment, ce monsieur, il ne faut pas qu'il recommence, quoi. C'est important pour nous, enfin, et pour toutes les victimes qu'il pourrait y avoir. Après, que tu déposes plainte ou non, effectivement, nous, on va quand même aller le voir, on va lui expliquer que c'est pas bien, qu'il ne faut pas qu'il recommence. Ça, c'est clair. Grâce à la plaque d'immatriculation relevée par la prof de sport, les gendarmes sont remontés jusqu'au propriétaire de la voiture verte. Il s'agit d'un homme de 78 ans. Effet troublant, il est déjà connu défavorablement de leur service pour des actes d'exhibition. Alors, Nadège va demander à Lola de l'identifier. Alors, tu regardes attentivement le panel photo et tu me dis si tu reconnais le monsieur en question. Je vois pas... Enfin, je l'ai vu de loin. Tu pourrais pas le reconnaître? Encore très choquée, Lola ne reconnaît personne parmi les suspects qu'on lui présente. T'as pas fait attention par qu'il avait un grand nez? Alors les gendarmes font-ils fausse route? Seule manière de s'en assurer, aller interroger le propriétaire de la voiture verte. Problème, il est très âgé. Son interpellation nécessite une visite médicale. Alors, vu l'âge avancé du mis en cause, on va plutôt opter pour une convocation à témoin. Comme ça, il viendra demain matin tout frais, plutôt que de le passer la nuit en cellule et de prendre le risque qu'il soit inapte garde à vue. Et ou qu'il y ait un incident dans la nuit. Et puis, on va galérer pour trouver un médecin aussi. Donc, demain matin, ça me semble pas mal. Là, on va aller toquer à sa porte pour lui donner la convocation à témoin. Comme ça, on verra sa tenue vestimentaire. Nadège décide de se rendre au domicile du suspect pour lui remettre sa convocation et vérifier sa tenue vestimentaire. Et ses soupçons vont se confirmer en quelques secondes. Vous êtes seul ? Vous avez quoi comme voiture, monsieur? Vous êtes le seul conducteur de cette voiture? Donc il y a quelqu'un qui est venu vous voir au parking tout à l'heure. À quelle heure? Aux environs de 14h, un petit peu avant 14h. C'est pas possible. J'ai d'aller au bricolage et après j'étais au jardin, là à côté. Ouais, bah écoutez, vous nous tiendrez ce discours demain. On vous explique. Donc vous êtes convoqué à la gendarmerie à 8h. D'accord? 8h30. Pour 8h30. T'as mis 8h30, ok. Pour cette infraction-là, il y a plusieurs personnes qui vous ont vu, vous êtes reconnus. Après, demain, ça peut bien se passer rapidement, comme ça peut être un peu plus long. Je pense que vous connaissez déjà la procédure. Non, je sais pas, je me demande. Bah, je passe quand même. Hein. Oui. Bah, c'est pour ça que ça, c'est une convocation officielle pour que je suis sûre que vous revenez demain, en fait. Oui. Voilà. Okay. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Nadège est persuadée d'être sur la bonne piste. Donc on a pu constater qu'il portait un Bermuda de couleur foncée, ce qui correspond à ce que chacune des victimes nous a dit. Par ailleurs, on a pu remarquer aussi que quand on lui a remis la convocation, il n'était pas à l'aise. Donc demain, on va pouvoir lui poser quelques questions embarrassantes. Et c'est quelqu'un qui a déjà des antécédents judiciaires similaires. Donc, on ne se trompe pas d'homme. Mais malheureusement pour elle, elle n'est pas au bout de ses surprises. Et le lendemain matin, rien ne va se dérouler comme prévu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le chef de nid est appelé pour une mission délicate. Là, on a été sollicité par l'électricité de Strasbourg pour intervenir sur le campement des gens du voyage. Parce que, bon, a priori, il y aurait eu un branchement sur le réseau, un branchement illicite. Pour être sûr que ça se passe bien, bon, comme c'est un branchement illicite, on va se rendre sur les lieux quand même. Comme tous les étés depuis 3 ans, une mission évangélique s'installe sur l'aire de passage de Saverne. 150 personnes dans une trentaine de caravanes restent 2 semaines complètes en Alsace avant de repartir vers le grand rassemblement estival. Cette année, c'est à Semoutier, dans la Haute-Marne, qu'ils retrouveront 25 000 pèlerins et 5 000 caravanes venues de toute l'Europe pour une semaine de fête, conclue par le baptême des nouveaux croyants. Pour approvisionner toutes ces caravanes,
la mairie de Saverne a installé un compteur électrique. Problème, le raccordement officiel n'a pas été utilisé. Les fidèles évangélistes se servent directement sur le réseau de la ville. Un branchement qui peut se révéler très dangereux. Est-ce que vous avez eu vent de ce truc-là, comment au final, alors, le branchement En fait, c'est l'électricien de la ville de Saverne qui nous a signalé qu'il y avait un raccordement provisoire, mais qu'a priori, il ne servait pas à grand-chose parce qu'il était branché en direct. D'accord, donc là, vous venez vérifier directement. À la demande des gendarmes, nous filmons en caméra discrète pour éviter que les esprits ne s'échauffent. Tu ranges ça dans ta poche, pas la peine de l'avoir en main, et tu gardes un œil derrière. Seb, tu restes avec lui un peu, vous chauffez quand même de l'autre côté un peu si ça bouge ou pas. L'agent d'EDF confirme le détournement d'électricité. Les fidèles évangélistes, en se servant directement, font courir un risque majeur à l'ensemble du camp. Et là, leur raccordement à eux, là, qui devrait être pris après disjoncteur et après compteur, il est piqué directement en bas sur les plages de réseau avec des connecteurs EDF. Là. Donc ils ont fait ça eux-mêmes. Voilà, ça c'est du self-service. D'accord, impeccable. Ok. Là, il n'y a aucune protection. Hein. Ah ouais. Aucune. On arrive directement avec le réseau depuis le poste de transformation. Avec les risques. Il doit y avoir des fusibles 400 ampères en tête. Là, ça traîne par terre, il y a les gamins. Bon, le chien, c'est pas grave. Mais c'est. Enfin. Ouais, avec tous les risques que ça comporte. Hein. Fou, quoi. Seule option pour les gendarmes, trouver une solution dans les plus brefs délais. Parce que ça vous suffit pas de couper le général là-bas pour enlever tout ça ou... En fait, le souci, c'est que là, il n'y a pas de général. C'est pris direct sur le réseau, quoi. Donc là, il faut suivre le cap, quoi. Voilà. Exactement. Bah, on va y aller. Hein. En dotation. Il n'y a pas de raison. Hein. Suivez le fil. Il doit y avoir de l'électricien dans le lot, là. Mais en plein contrôle, ils se font interrompre par l'un des fidèles évangélistes. Et le ton va très vite monter. Bonjour monsieur, c'est Jean-Marie de Saverne. Oui. On vient par rapport au branchement qui a été effectué là. Oui. Ouais, donc il y a le monsieur de l'électricité du réseau électrique qui est là. Qui vous a fait le raccordement de ce câble-là? C'est-à-dire? C'est qui a raccordé directement sur le réseau là-bas. Pourquoi? Bah c'est parce que... Vous avez vu avec les responsables, non? Vous avez vu avec les responsables, non? Il y a un raccordement provisoire qui est installé là-bas, mais le câble qui est branché là, il n'est pas sur le raccordement provisoire, il est pris direct sur le réseau à côté. Mais l'homme ne veut rien entendre et refuse de se brancher au raccordement de la mairie. Donc on a tous des trucs coffrés pour les gosses. Ouais. Là, c'est impossible de les vous avez un raccordement provisoire. C'est impossible parce que non mais il y a des raccordements qui sont prévus. Ouais, mais attendez. Donc on a des clims pour les gosses. Ouais, non mais non mais la solution là. On va faire vous quoi des fois. S'il y a des gosses quoi qui. Non mais la solution elle existe. Non mais la solution elle existe. On va tout à l'heure ensemble, monsieur, avec les. Vous n'êtes pas dans un cas où il n'y a pas de branchement? Non, je comprends bien. Il y a un branchement. Vous verrez ça tout à l'heure vers 2h. Bah le problème c'est que non, on peut pas laisser comme ça. Non mais monsieur. Non mais le boîtier on sera obligé d'y toucher. Non mais monsieur, on est en train de discuter. C'est une discussion ouverte. C'est pas à vous décider et puis nous on applique. Hein, mais toute la nourriture, ça va être nous on est prêt à discuter avec vous. Alors il faut pas le prendre comme ça. Je vous respecte. Voilà, bah, c'est tout. Hein. Mais il faut attendre les responsables quoi. Bah, c'est pour ça qu'on vous demande de les appeler. Donc faites-le et puis on verra avec eux. Alerté par la menace de coupure de courant, le pasteur arrive sur les lieux. On vient. C'est d'électricité en fait. Monsieur, c'est quand même bizarre que vous venez maintenant, quand on part dimanche. Bah oui. Et vous êtes à 2 jours de. Bien sûr. Tu vas venir avant? Là, ce soir, monsieur, il y a un repas de fait. Demain, il y aura la réunion à 12h30. Moi, une heure, c'est fini. On m'a prévenu hier soir. Je n'allais pas venir hier soir pour vous débrancher hier soir. Bah, monsieur, vous n'êtes pas venu aujourd'hui pour nous débrancher. Bah non. Ça, c'est impossible non plus. Le raccordement, il n'est pas bon. On part dimanche. Moi, votre raccordement, pour moi, il est pas bon. Vous avez dû voir ça avant quand même. Vous avez dû voir ça avant. Bah, non, il ne faut pas mettre les choses à l'envers. Hein. C'est à vous de venir nous voir à un moment donné aussi si vous avez ce souci. On ne fait pas les choses à l'envers. Si, il y a un souci. Les gendarmes ici, ils ont venu peut-être 10 fois. Est-ce que vous avez parlé de ces problèmes électriques? Ah bah eux, ils n'en ont pas parlé. Si, il y a un problème. Eux, ils n'en ont pas parlé non plus. Parce qu'ils étaient là, ils ont discuté avec nous, ils ont bien vu les branchements qui étaient ici, mais ils n'ont rien dit du tout. Non mais moi je suis pas électricien, moi je suis gendarme. Denis garde son calme pour ne pas envenimer davantage la situation. Apaisé, dialogué,
C'est aussi ça l'émission des gendarmes. Là, je vais attendre. J'ai déjà prévenu ma hiérarchie parce que je pense que le fait de débrancher, ça pourrait quand même créer un petit problème. Donc moi, je rencontre ma hiérarchie qui va voir avec la mairie également, qui trouve un terrain d'entente. Ça prend souvent beaucoup de temps. Donc voilà, comme souvent, hein, c'est toujours pareil. Ils restent sur leur position. Tout est mis à disposition et puis finalement, voilà. De leur côté, les fidèles sont en ligne avec le responsable qui a négocié avec la mairie. Et surprise, selon lui, ce raccordement a été parfaitement autorisé. Parce que là, j'ai mes collègues, là. Nous, on a vu ça avec le préfet et avec le maire, que c'était branché. Alors donc, le fil, vous n'avez pas à les toucher. Non, le préfet et le maire, ils vous ont mis en place. Attends, je vais passer le monsieur. Pas dit monsieur. Oui, allô? Non, ça c'est pas le maire qui vous l'a dit, mais racontez pas de salade. Hein. Les fidèles tentent un coup de bluff, mais les gendarmes et l'agent d'EDF ne sont pas dupes. Ouais, pas de problème. Je vous le repasse. Oui. Parce que là, si maintenant il me menace par téléphone, c'est pas la peine. Allô? Oui, le gars, je vais repasser. Oui, parce qu'a priori, tu menaces le monsieur par téléphone, là. Ouais. Non, pour pouvoir intervenir. Bah voilà, pour pouvoir intervenir chez moi. Mais votre nom, c'est quoi? On va pas venir chez vous, monsieur, vous savez, puis on va pas venir chez vous. Non, mais ce qu'on va faire, on va poser la chose tranquillement. La mairie va se déplacer, puis on verra ça tranquillement. Non, parce qu'il a peur qu'on vienne chez lui de kidnapper. Ouais. Bon, ben aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait. Le fil, là, vous êtes interdit de le débrancher. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Faut rêver, quoi. Arrêtez, c'est bon. Pour les gendarmes, pas question de céder à la menace. Non, c'est vous qui êtes en train de les employer comme ça. Moi, pour l'instant, non, on va arrêter les trucs par téléphone, machin. Les gens, ils viennent ici, on discute, d'accord? La mairie va venir ici, on va discuter. Hein, si vous n'êtes pas ouvert à la discussion avec vos intimidations, les menaces, moi, je ne les prends pas. Hein, d'accord? Ce que vous ne comprenez pas depuis avant, on discute, vous voyez? On essaie de trouver une solution pour vous. Alors, ça ne sert à rien de monter en pression, de dire que... D'accord? C'est pour ça qu'on est moi, ça vaut pas le coup maintenant, s'il faut en arriver là. Moi, vous voyez, je m'en fous. Moi, je suis comme vous, je suis nerveux aussi. Je suis quelqu'un de très calme. On peut discuter, mais je peux être très nerveux aussi. Pas le bout de travail, c'est bien. C'est ce qu'on fait. Voilà. Grâce au sang-froid des gendarmes, le calme va rapidement revenir dans le camp et une solution a été trouvée. Très bien. C'est très bien là. Nous retrouvons Nadège. Souvenez-vous, la gendarme était sur la piste d'un exhibitionniste qui avait traumatisé de jeunes collégiennes. Au terme de son enquête, elle avait débusqué un suspect auquel elle avait remis une convocation. Et c'est aujourd'hui qu'il doit se présenter. Donc là, on attend la personne qu'on est allé convoquer hier, donc le mise en cause. Il devrait arriver dans un quart d'heure. Et puis quand il va arriver, on va le placer en garde à vue. Problème, les minutes défilent et le suspect ne s'est toujours pas montré. Alors Nadège décide de lui téléphoner. Je comprends pas, monsieur. Franchement, je comprends pas. Le mieux, c'est que vous veniez vous expliquer chez nous. Hein. Après, c'est ce qu'on avait convenu hier soir. Hein. Quand on est passé vous voir, vous nous avez dit oui, il n'y a pas de problème, je suis là à 8h30. L'homme tente d'échapper à sa convocation. Vous voulez quoi? Qu'on aille voir votre femme ou quoi? La gendarme va hausser le ton. Oui, bah je sais. Mais moi, je vais quand même aller sonner chez vous parce que je vous avais donné un rendez-vous. Et comme vous venez pas au rendez-vous, bah, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va chez les gens. Donc je vais tomber sur votre femme. Donc pour éviter ça, venez. Enfin, je veux dire, ça va pas prendre beaucoup de temps. Hein. Je vous appelle dans 1 heure. Dans 1 heure, bah écoutez, moi je vous attends. Il a raccroché. Mais Nadège n'a plus confiance. Elle décide d'aller chercher le suspect. Donc on va le rechercher, de toute façon il traîne sur Saverne, donc on va aller le chercher. Les gendarmes inspectent les moindres recoins de Saverne. Toutes les rues, tous les parkings de la ville sont passés au crible à la recherche du suspect et de sa voiture verte. Au bout de 45 minutes de patrouille, les gendarmes vont enfin le localiser. Donc là, on essaye d'arriver discrètement, histoire que s'ils nous voient, ils ne prennent pas la fuite. Ah, mais il y a déjà les collègues. Le véhicule a l'air d'être immobilisé au milieu. Alors, est-ce qu'ils l'ont interpellé ou pas? 10h23. Bonjour. C'est moi qui vous ai attendu, en fait, toute la matinée. Le pervers présumé a été arrêté à bord de sa voiture
alors qu'il s'apprêtait à quitter la ville. Vous êtes placé en garde à vue, il est 11h20. Vous êtes placé en garde à vue à partir de 7h, donc 11h20, pour une durée initiale de 24 heures, susceptible d'être prolongée 24 heures pour les faits d'exhibition sexuelle. Vous avez des droits, notamment le droit de voir un médecin. Ça, je vais voir, de toute façon, vous allez en voir un. Vous avez le droit à un avocat. Vous êtes de nationalité française. Vous avez le droit à ce que l'ambassade soit prévenue. Et vous avez le droit à ce qu'un proche soit prévenu aussi. Et en perquisitionnant la voiture du suspect, les gendarmes vont faire une découverte accablante. Donc là, dans le véhicule, il y avait une valise, des vêtements, de l'argent, 10 000 € a priori. Donc on va raconter ça à la brigade. Un passeport. Donc la fuite était certes fortement envisagée chez ce monsieur. Tout porte à croire que le suspect envisageait de fuir hors des frontières. Mais cette fois-ci, il n'échappera pas à la garde à vue. Une fois à la gendarmerie, relevé d'empreintes. Les gendarmes comptent soigneusement les billets. 10 000 € au total. Les économies d'une vie. L'heure est aux explications. Les enfants déclarent vous avoir vu vous masturber. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Je sais, parce que moi, j'ai quand même de la prostate et quand je pisse ça brûle, ça j'ai fait des cours pour ça. Sauf que bon, je pense que quand on pisse, on fait pas, on monte pas et on descend pas. Parce que ce qui nous est décrit, c'est ça quand même. Que vous aviez votre sexe en main. Parce que comme ça brûle, ça vient pas, ça presse. Le vieil homme semble avoir réponse à tout, mais Nadège n'est pas dupe. Sincèrement, il vaut mieux me dire la vérité. Parce que plus vous allez vous enliser dans le mensonge, là, ça éveille en moi d'autres questions. Il va falloir que j'auditionne votre femme pour savoir est-ce qu'elle vous a vu partir avec la valise. Il va falloir que je lui dise pourquoi on l'amène ici. Jusque-là, j'ai pas eu à le faire. Mais à chaque fois, là, au lieu de me dire la vérité, vous allez inclure d'autres personnes là-dedans. Il y a un moment donné, il va falloir assumer ce que vous avez fait. Il y a peut-être un moment où vous avez fait une erreur, on est venu vous voir, ça vous a mis mal à l'aise, vous avez décidé peut-être d'échapper à votre responsabilité, vous avez fait la valise et vous êtes parti. On vous a appelé, vous avez culpabilisé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre tête, le psy est là pour ça, et vous avez décidé de revenir, ça c'est une bonne chose. Là, ça joue en votre faveur. Maintenant, il y a un moment, il faut être honnête. Quand vous me dites que vous pissez, voilà, c'était pas tout à fait pissé, on est d'accord. Nadège va le pousser dans ses retranchements et le suspect va devoir reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Vraiment, il faut que je dise oui, je suis en train de me brûler, alors je lui ai dit oui. Vous admettez que vous avez des pulsions vers les jeunes filles mineures? Oui, quand tu vois des jeunes filles qui se promènent, c'est vrai, ça t'allume un petit peu. Oui, ça vous excite et puis vous avez besoin de l'exprimer. Mais après, vous n'êtes pas le seul homme, hein. J'imagine qu'il y en a plein comme ça, sauf que la différence, c'est que vous avez besoin d'agir tout de suite. L'expert psychiatre est enfin arrivé. Le suspect quitte donc la pièce pour s'entretenir avec lui. Une demi-heure après, il livre son analyse. Donc, c'est un homme tout à fait normal, responsable de ses actes, il n'y a aucun problème, hein, qui explique quelque chose de très simple, qu'il a des érections de moins en moins bonne qualité, qui ne lui permettent plus d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, mais il s'est aperçu que quand il était en ville et qu'il regardait des adolescentes, il pouvait avoir des débuts d'érection. Donc, quand il a des débuts d'érection, tout de suite, il sort le zizi et puis il commence à se masturber. Il me dit qu'il le fait 4-5 fois par an depuis 3 ans. Oui, ça pourrait correspondre. Je pense que c'est pas la première fois, effectivement. Disons que le pronostic est favorable puisqu'il a 78 ans, il est diabétique et qu'à un moment ou à un autre, il ne va plus avoir d'érection du tout, donc le problème va se régler de soi-même. Le problème, c'est que ça peut prendre 2-3 ans. Prise de passage à l'acte, enfin, c'est pas un violeur. D'accord. C'est un exhibe classique. Et puis, de toute façon, ça ne tient pas. En se masturbant, ça tient 10 minutes. Et puis, Paul, il se recouche. D'accord. Très bien. Finalement, le présumé exhibitionniste sera convoqué devant le tribunal pour répondre de ses actes. Pour l'heure, il est autorisé à rentrer chez lui. Voilà, après, ce sera bon. Ce sera bon. Ouais.
C'est clairement quelqu'un qui au départ ne voulait pas assumer ce qu'il a fait. Et puis en parlant avec lui, en lui expliquant que, voilà, que c'était un problème médical, on a réussi à le libérer. Alors bon, ça c'est des méthodes, on n'utilise pas toujours ce type de méthode. Hein, voilà. Si on était sur la répression avec lui, on l'aurait bloqué. Ça c'est clair. C'est quelqu'un qui avait peur de la prison. On l'a senti rapidement. Hein. C'est pour ça qu'il a pris la fuite ce matin. Donc voilà, on a joué sur cette corde-là. Ça a fonctionné. Donc voilà, on s'adapte après à chaque mise en cause. La nuit tombe. La compagnie de Saverne a été appelée à l'autre bout du département. Il est minuit. Pourtant, cette rue habituellement tranquille a ce soir des allures de boîte de nuit. Excédés par le bruit de leurs voisins, les habitants téléphonent sans cesse aux gendarmes. C'est l'adjudant Christophe qui est chargé de ramener le calme avant que la petite fête de quartier ne dégénère en guerre des voisins. Je peux voir la propriétaire? Il faut arrêter la musique, c'est plus possible. Non, je viens plus. Il faut arrêter la musique. Il est minuit, je vous ai laissé 1h30. Franchement, je vais vous dire. Ouais. J'ai mon père, j'ai ma mère juste encore là. Je sais, mais... Ils vont partir là. Ah ouais, mais la musique, il faut... D'ici une demi-heure, on a fini. Non, mais la musique, il faut l'arrêter maintenant. D'ici une demi-heure, on a fini. Non, mais la musique maintenant. Non, bah non. Si. Ouais. Mais la propriétaire des lieux ne se démonte pas et refuse tout bonnement de couper la musique. Écoutez, les voisins, dites-moi je sais qui, moi je les emmerde et la musique je l'éteins pas. Avant j'étais gentil. Si, il faut C'était bon, non? L'arrivée des gendarmes provoque un attroupement devant le pavillon. Les fêtards sous l'emprise de l'alcool se montrent agressifs, prêts à en découdre avec les voisins qui souhaitent le silence. Le gendarme tente de raisonner les fêtards. Le but, rétablir le calme le plus vite possible et éviter que la situation ne vire au drame. Non, non. C'est pas la peine. Non, on est entre nous, À chaque fois que quelqu'un vient, nous... Non, mais je suis pas là pour... Il n'y a pas comme toi, gros. Il n'y a pas comme toi. On est en bas, il y a comment tu nous fais de en bas. On est là, on est enfermés. Carrément, le monsieur qui était chez moi, c'est carrément lui qui a fait des problèmes, mais même pas moi. Parce que moi j'habite là, je fais jamais rien, je fais jamais rien. Juste la musique, il faut couper. Cela fait maintenant 1 heure que Christophe négocie avec la propriétaire des lieux et tente de lui faire entendre raison. Dans un quart d'heure, ils vont me rappeler. J'en ai rien à foutre, qu'ils rappellent du Ouais, mais demain, alors, vous viendrez gendarme, puis je vous verbaliserai. moi je vais les banaliser eux après alors. Moi je suis gentille C'est avec du tous mes tapage, voisins. c'est du tapage. Du tapage nocturne. Et eux, et tous mes voisins, et elle, et celui-là, et celle-là, et machin, Regardez, et celui-là. ça c'est déjà trop fort. Ouais, regardez dans la rue, là, ça résonne vachement. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain, encore une fois, ils travailleraient encore demain, on dirait, ouais. Demain, on est dimanche, et il y a lundi de Pentecôte. C'est une blague. Les gens, ils me lâcheront tant qu'il y aura. Non, mais c'est pas grave, bah, ils ont Oui, pas mais raté. on va faire Ça quoi? leur passera une nuit blanche. On va faire quoi? Je vais venir ici 15 fois et on va discuter. Laissez-les téléphoner, on fait rien de mal, on menace personne à ta part. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Vous dites oui, c'est bon, on y va et c'est tout. Mais non, mais je peux pas. Après, on est fatigué, on va se coucher, c'est tout. Non, j'ai pas le droit, madame. Monsieur, franchement, ils nous connaissent, ils savent qu'on C'est mon job, j'ai pas le droit. À force de persuasion, les gendarmes ramèneront le calme dans le quartier. La musique sera finalement coupée et les voisins pourront enfin se coucher. Changement de décor. Cette maison située dans un quartier résidentiel a été la cible d'un cambriolage éclair il y a à peine un quart d'heure. Les traces d'effraction sont encore toutes fraîches. J'ai une belle trace de paume. D'accord. En bas, d'abord, sur la fenêtre. Et c'est où ça? C'est quelle poignée? C'est la poignée d'où ils sont sortis. D'accord, ok. Alors en fait là on est sur les lieux d'une tentative de cambriolage ou peut-être un cambriolage. 2 personnes nous ont été signalées comme s'introduisant chez une dame âgée de 85 ans et refermant la porte derrière eux. Donc on est venu vérifier ce qui se passait. À notre arrivée, il n'y avait plus personne à part la dame, mais la maison a été fouillée et les voisins ont bien vu ces personnes-là. Donc maintenant, on va vérifier s'il y a eu vol et on va faire une enquête de voisinage auprès des voisins et des relevés d'empreintes pour essayer d'identifier les auteurs de faits. Âgée de 85 ans, cette femme est complètement sous le choc. Elle vient d'être victime d'une tentative de cambriolage en plein milieu de la matinée.
Le monsieur que vous avez vu, est-ce que vous pouvez me dire comment il était? Ce que je dis, c'est peut-être pas juste. D'accord. Je ne sais pas, je ne veux pas dire. Il était habillé comment? Enfin, une chemise. De quelle couleur? Peut-être gris. Et puis, écoutez, je ne sais pas. D'accord, une chemise. Je ne peux pas dire vraiment. Clair ou foncé? Gris vers le grise. Oui, mais gris clair ou gris foncé? Plutôt clair. Est-ce qu'il avait un accent particulier? Non. Je n'ai rien remarqué. Vous n'avez rien remarqué de particulier chez ce monsieur? Une cicatrice, un tatouage? Pas du tout. Je ne peux pas vous dire c'était ça ou ça. Hein. D'accord. C'est vraiment... Très bien. Si les questions de la gendarme sont si précises, ce n'est pas un hasard. D'autres cambriolages ont eu lieu dans la région avec un mode opératoire bien rodé. Et tous ont la même signature, celle du crime organisé. Dans la suite de révélations, vous découvrirez une méthode de cambriolage pour dévaliser les habitants. C'est des gens qui se font passer par des services de l'État ou des gens qui viennent faire les relevés des compteurs d'eau. Ils s'attaquent, comme vous pouvez le voir, souvent à des gens qui sont déjà un petit peu âgés, des fois désorientés. Donc, Vous verrez aussi comment les gendarmes doivent parfois enquêter sur des morts suspectes. Ça peut être un accident, ça peut être un suicide, ça peut être un acte de malveillance. Toutes les hypothèses sont envisagées dans l'immédiat. Cette maison située dans un quartier résidentiel a été la cible d'un cambriolage éclair il y a à peine un quart d'heure. Les traces d'effraction sont encore toutes fraîches. J'ai une belle trace de paume. D'accord. En bas, d'abord, sur la fenêtre. Et c'est où ça? C'est quelle poignée? C'est la poignée d'où ils sont sortis. D'accord, ok. Alors en fait, là, on est sur les lieux d'une tentative de cambriolage ou peut-être un cambriolage. Deux personnes nous ont été signalées comme s'introduisant chez une dame âgée de 85 ans et refermant la porte derrière eux. Donc on est venu vérifier ce qui se passait. À notre arrivée, il n'y avait plus personne à part la dame, mais la maison a été fouillée et les voisins ont bien vu ces personnes-là. Donc maintenant, on va vérifier s'il y a eu vol et on va faire une enquête de voisinage auprès des voisins et des relevés d'empreintes pour essayer d'identifier les auteurs de faits. Âgée de 85 ans, cette femme est complètement sous le choc. Elle vient d'être victime d'une tentative de cambriolage en plein milieu de la matinée. Le monsieur que vous avez vu, est-ce que vous pouvez me dire comment il était? Ce que je dis, c'est peut-être pas juste. D'accord. Je ne sais pas, je ne veux pas dire. Il était habillé comment? Enfin, une chemise. De quelle couleur? Peut-être gris. Et puis, écoutez, je ne sais pas. D'accord, une chemise. Je ne peux pas dire vraiment. Clair ou foncé? Gris vers le grise. Oui, mais gris clair ou gris foncé? Plutôt clair. Est-ce qu'il avait un accent particulier? Non. Je n'ai rien remarqué. Vous n'avez rien remarqué de particulier chez ce monsieur? Une cicatrice, un tatouage? Pas du tout. Je ne peux pas vous dire c'était ça ou ça. Hein. D'accord. C'est vraiment... Très bien. Si les questions de la gendarme sont si précises, ce n'est pas un hasard. D'autres cambriolages ont eu lieu dans la région avec un mode opératoire bien rodé. Et tous ont la même signature, celle du crime organisé. Ce qui s'est passé, ce qu'on a déjà connu ici à Saverne, et je pense que d'autres ont pu connaître dans d'autres régions, c'est des gens qui se font passer par des services de l'État ou des gens qui viennent faire les relevés des compteurs d'eau, des choses comme ça. Donc il y a une personne qui vient, qui est généralement soit avec une tenue particulière ou qui est au moins bien habillée, qui va venir aborder la personne, la mettre en confiance et l'emmener en général, comme ici on a pu voir, lui faire manipuler par exemple un robinet. Alors ils invoquent différentes choses, souvent sans intérêt, mais on va dire qu'ils emballent tellement les gens que les gens y font. Donc pendant ce temps ils sont occupés. Généralement ils se débrouillent pour laisser une porte ouverte qui permet le passage d'autres personnes. Et donc les autres personnes pendant ce temps en profitent pour faire le tour de la maison. Alors ils s'attaquent, comme vous pouvez le voir, souvent à des gens qui sont déjà un petit peu âgés, des fois désorientés. Donc, qui ne font pas forcément attention à ce qui leur arrive. Donc c'est assez facile pour eux, quoi. Les gendarmes ont affaire à des cambrioleurs en série très organisés, affiliés à un réseau qui fonctionne comme une véritable entreprise. Alors, ils vont relever toutes les empreintes. On a une belle trace de paume qui prend sur le plat ici et de chaque côté. Toutes ces empreintes seront ensuite entrées dans le fichier. Comme tu veux. Écoute, on verra. Je
Je vais voir ce que ça donne. Ici, on voit une empreinte. Alors, on voit que c'est une surface qui est quand même relativement sale, poussiéreuse, et une belle empreinte en met au milieu. Alors, bon, nous, on n'a pas eu intérêt à y toucher, donc à voir si ça peut être une trace éventuellement des auteurs. Les gendarmes reconstituent le déroulement des événements. Les auteurs sont montés à l'étage puisque on voit que ça a été fouillé au niveau de l'armoire. Bon, ici, ils n'ont pas fouillé grand-chose, ils ont dû ouvrir pour regarder ce qu'il y avait dedans. Mais quand on continue, on voit qu'ils ont le temps de faire tout le tour de la maison. Hein, donc, tout a été fouillé plus ou moins. Vous pensez qu'ils sont restés combien de temps à l'intérieur? Bah ça, c'est toujours difficile à dire. Il faudrait déjà savoir combien ils étaient exactement. Ça peut aller très vite. Hein. Ça peut être une personne qui s'occupe de la dame. Pendant ce temps, les autres montent à l'étage. Donc, ils ne s'attardent généralement pas sur certaines pièces. Hein, ou même sur des armoires, ils voient qu'il y a des vêtements. Bon, ils passent le chemin, ils vont un peu plus loin. Dans les chambres à coucher, des choses comme ça, où les gens pensent encore mettre en sécurité leurs bijoux, quoi. La vieille dame, encore sous le choc, s'en veut de s'être laissée berner par ces faux agents des eaux. Je fais toujours si attention, ici, que rien ne... Madame, c'est pas de votre faute, hein, je vous l'ai dit. Hein, c'est pas vous la fautive, hein, c'est les personnes qui sont venues chez vous. Hein. C'est pendant que lui vous occupait, les autres ils faisaient le tour de la maison. Hein, malheureusement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Le chef de nid, lui, continue ses analyses. Des analyses qui vont lui permettre de découvrir vers quelle direction se sont enfuis les cambrioleurs. Alors, les premiers éléments nous apportent que la personne a dû ressortir par ici, par la fenêtre, a dû sauter de la fenêtre, comme on peut le voir, il y a des traces de ripage au sol. À l'index 1, ici, on voit un peu plus précisément une trace qu'on a relevée. Donc ici, d'après ce qu'on a pu voir, il a dû partir par là-bas, il a dû longer ici, puisqu'on n'a pas a priori de traces ici. Il a dû longer, passer par là-bas. Ici, on voit une trace de pas, encore une fois. Bon, qui n'est pas vraiment identifiable, mais enfin on voit quand même qu'elle est fraîche. Hein. Et ensuite, il a dû poursuivre sa route par ici. Voilà, donc la personne est probablement montée là-dessus, hein, sans trop de problèmes. A dû longer par-dessus le toit, puisque de l'autre côté de ce cabanon qui traverse jusqu'à la limite de propriété, on voit de l'autre côté, dans la propriété d'en face, une trace donc similaire, exactement la même que celle qu'on voit à la sortie de la fenêtre. De son côté, le lieutenant Jessica se rend chez le voisin qui a donné l'alerte. Bonjour messieurs, dames. Bon. Donc nous c'est la gendarmerie de Saverne. Oui. Hein. C'est vous qui nous aviez appelé initialement, c'est bien ça? C'est lui qui de son balcon a observé le manège des cambrioleurs et provoqué leur fuite. Ce qu'on va vous demander, c'est juste de nous expliquer ce que vous avez vu du début à la fin. Donc en premier lieu, il y avait un genre tchétchène, se promenait. Morceau de papier en main. La vieille dame, elle venait de la ville, elle rentrait. Le monsieur, il se promenait par là en bas, il est remonté vite fait. Il l'a accosté, il est rentré avec elle, il a laissé la porte mi-ouverte. Par la suite, moi j'ai d'abord cru que c'était un mec pour relever l'eau ou quoi que ce soit, mais après je trouvais ça bizarre qu'elle laisse la porte ouverte parce que c'est pas son genre de laisser rentrer déjà quelqu'un. D'accord. Et par la suite, il y avait encore un deuxième qui est venu avec un blouson gris clair et un béret bleu. Si la description est si précise, c'est que le témoin a l'habitude de surveiller les gens. Est-ce que vous les aviez déjà vus, ces 3 personnes? Non. Dans le quartier, non? D'habitude, je dors encore à cette heure-ci. À midi? Je travaille de nuit, je suis agent de sécurité. Donc là, le véhicule, donc vous l'avez vu, est-ce que vous en avez vu un deuxième? Non. Ok. La plaque d'immatriculation a pu être relevée partiellement. Un indice qui, en plus de la couleur de la voiture et du modèle, pourront permettre aux enquêteurs de remonter la piste des cambrioleurs. Alors là, suite à l'intervention qu'on a faite sur le cambriolage, on a vu un véhicule qui a une immatriculation partielle. Donc mon collègue a été chargé de faire les vérifications par rapport à cette immatriculation partielle. Et il ressort déjà quelques véhicules, dont un qui pourrait déjà pas mal nous intéresser. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Après enquête, ils découvrent que la 406 a été achetée une semaine seulement avant le premier cambriolage. L'acheteur, une société automobile fictive. Un stratagème qui permet aux voleurs de ne laisser aucune trace. Mais les gendarmes vont avoir une idée qui va permettre de les identifier. On va aller voir les collègues de la police municipale de Saverne pour éventuellement récupérer encore des vidéos parce qu'on a toujours une manière d'opérer aussi sur 2 faits dont on a été saisis nous à Saverne sur une période de pas tout à fait 1 an.
Donc la première fois, c'est une personne qui s'est fait aborder aussi au marché, donc à Saverne. Et cette personne-là revenait du marché également de Saverne, donc ce qu'il a supposé peut-être que ils sont proches du marché pour voir un petit peu, pour commencer à sélectionner leurs victimes, quoi. Donc on va aller voir là-bas puisque le marché est couvert par des caméras, donc on peut peut-être avoir encore des éléments là-bas. Les gendarmes veulent savoir comment les victimes ont été choisies. Pour le découvrir, le chef Mathieu va passer en revue toutes les images de vidéosurveillance de la ville, entre 10h et midi, créneau pendant lequel la femme de 85 ans a été abordée. Donc on a une description physique plutôt correcte des individus qui étaient chez notre victime. Le fait de voir cette vidéo, peut-être qu'on va pouvoir extraire le visage de cette personne et de faire un message de diffusion aux unités gendarmerie et police pour éventuellement le reconnaître et le croiser avec d'autres faits. Donc voilà, ici on voit notre victime arriver. A priori, elle est toute seule pour l'instant. Mais les cambrioleurs sont prudents. Ils évitent soigneusement le champ des caméras. Si elle a été repérée, elle a peut-être été repérée à la sortie de l'assureur. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant. Peut-être que des individus se trouveront à droite, à gauche de la porte ou un peu plus loin et la surveilleront partir. Aucun individu sur la vidéo ne correspond pour l'instant à ce qui nous a été donné. Et là, donc elle va disparaître sur la gauche. On emprunte une rue qui se trouve ici sur la gauche. Les images de vidéosurveillance ne donnent rien. Mais l'enquête va enfin avancer. Les gendarmes de Saverne ont informé tous leurs collègues de leur recherche. Et quelques jours plus tard, c'est un commissariat à seulement quelques kilomètres de là qui se manifeste. Un cambriolage, avec le même mode opératoire et la même voiture, a été commis 1h30 avant celui de la dame âgée. Mais bon, ça s'est passé sans violence chez vous, je pense aussi ou... Non, ouais, c'était plus... Non, oui, au départ, on était surpris. Donc, ils arrivent, un gars habillé en employé des eaux. Hein. Ouais. Et voilà, vous avez une fuite d'eau, il faut qu'on vérifie. Ouais. Et hop, on fait une visite des lieux et ils partent, quoi. D'accord. Et c'est là qu'on a un témoin qui nous donne la 406 grise. Vous partiez sur 3 individus Ou sur 2 oui, 3. Ah, ils sont 3, ça c'est sûr. Ouais. Donc c'est pareil. Des cambrioleurs qui opèrent de département en département, réalisant à chaque fois un crime presque parfait. Pourtant, ils vont commettre une erreur qui va leur coûter très cher. Se sachant traqués, les cambrioleurs ont décidé de faire disparaître une des voitures dont ils se servaient pour voler. Mais dans la voiture partiellement calcinée, un indice capital va faire basculer l'enquête. Les fameuses fausses cartes professionnelles des cambrioleurs, avec en prime une photo. Une découverte cruciale, car cette fois-ci, les gendarmes ont des victimes capables d'identifier leurs agresseurs. Je vous laisse regarder si ça vous dit quelque chose. Pas le maigre, l'autre, qui avait les lunettes. Et vous allez voir comment, en enquêtant sur un banal cambriolage, les gendarmes vont découvrir qu'ils ont affaire à un véritable réseau mafieux. En attendant, ce sont les gendarmes de la brigade nautique qui sont sur le pied de guerre. Un cadavre a été repêché dans le canal. Donc là, on a une découverte de cadavre, une personne vraisemblablement noyée. Elle a été retrouvée donc, à hauteur du panneau P, donc extraite de l'eau par les pompiers. Donc on va remonter un petit peu le long de la portion de canal qui se trouve entre les deux écluses. Ça peut être un accident, ça peut être un suicide, ça peut être un acte de malveillance. Toutes les hypothèses sont envisagées dans l'immédiat. Et il y en a des témoins qui l'ont vu se promener ou pas? Non. Non, apparemment les témoins l'ont vu, il flottait déjà, hein, c'est ça? D'accord. On a son identité. Alors déjà, dans un premier temps, on va faire les prélèvements de diatomées. Les diatomées, ce sont des algues microscopiques qui se répandent par famille en fait dans les cours d'eau. Et donc là, par rapport au prélèvement que je vais faire, ils vont regarder si dans les poumons c'est cohérent, si il a bien été, si c'est bien noyé ici. Par exemple, il aurait pu être noyé dans une baignoire et jeté dans l'eau. Donc là, comme ça, on peut tout de suite discriminer ce genre de choses. Les prélèvements sont maintenant terminés. Mais pour l'instant, pas de conclusion hâtive.
Quand on a affaire à une noyade, en fait, l'eau rentre dans les poumons et le corps coule tout de suite. Si le corps reste en surface, la plupart du temps, ça veut dire qu'il ne s'est pas noyé. Mais là, il a des signes qui montrent, des signes qui montrent une noyade. Donc il serait noyé, mais être encore en surface, c'est un peu contradictoire. Donc c'est pour ça que je suis un peu perplexe. C'est l'autopsie qui dira exactement de quoi il est mort. Les gendarmes examinent également les environs du canal. Leur but, trouver des indices qui puissent les orienter vers une piste. Donc je vérifie les berges pour d'une part essayer de déterminer l'endroit où la personne aurait pu se mettre à l'eau ou être mise à l'eau, et pour éventuellement voir s'il n'y a pas, par exemple, des bouteilles qui, dans l'hypothèse d'un suicide, lui auraient donné un peu plus de courage pour rentrer dans l'eau, ou d'autres éléments, des éléments éventuellement qui auraient pu lui être retirés ou arrachés dans le cadre d'une dispute ou autre avant qu'il se mette ou qu'il tombe à l'eau. La voiture du noyé est retrouvée à quelques centaines de mètres. Dans la majeure partie des cas, les personnes mettant fin à leur vie laissent un mot derrière eux. La découverte d'une lettre prouverait la théorie du suicide. Alors la chef Nadège va consciencieusement fouiller la voiture. Donc là, on cherche une lettre dans laquelle il aurait dit les intentions suicidaires qu'il pouvait avoir, ou un petit mot, je suis désolé, qui corroborerait avec un suicide. Pourtant, les gendarmes vont découvrir que le noyé avait un sérieux mobile pour mettre fin à ses jours. Une autre brigade, à quelques kilomètres de là, s'est rendue au domicile du noyé. Et ce qu'elle y a appris va donner une toute autre tournure à l'enquête. Donc la patrouille qui s'est rendue sur place a levé quelques doutes puisque, en fait, la victime, il avait des intentions suicidaires depuis quelques jours, puisqu'il y a une affaire qui est apparue récemment comme quoi lui aurait été auteur d'attouchements sexuels sur une de ses nièces. Et hier, les fils de ce monsieur sont allés le voir. Il y a eu une discussion assez virulente et il leur aurait dit que de toute façon maintenant il n'était plus le père et depuis le père a dit bon, de toute façon maintenant j'ai plus de raison de vivre. D'accord. La femme n'a pas été surprise par le décès. Le noyé était donc au cœur d'un scandale familial. L'affaire est ressortie ces jours derniers, donc il y a eu explication entre les différents membres et semble-t-il le père a été... les filles ont dit au père qu'il ne voulait plus entendre parler de lui, donc il n'est pas à exclure que c'est justifié. Donc pour lui, soit la honte vis-à-vis de la famille, soit éventuellement la peur de poursuites judiciaires et tout ce qui s'ensuit, donc qui mettent fin à ses jours. Pour le gendarme, le doute n'est plus permis. On s'achemine, semble-t-il, vers un acte volontaire ou, au pire, accidentel, mais sans intervention extérieure. Quelques jours plus tard, les résultats d'analyse tomberont. L'enquête conclura à un suicide. Mais toutes les affaires ne sont pas résolues aussi rapidement. Nous retrouvons Denis. Souvenez-vous, il y a quelques jours, il enquêtait sur une série de cambriolages ayant lieu dans la région, avec à chaque fois le même mode opératoire. Des voleurs munis de fausses cartes professionnelles se faisaient passer pour des employés de la ville auprès de personnes âgées et en profitaient pour leur dérober leurs objets de valeur. L'enquête avait permis aux gendarmes de mettre la main sur une de ces cartes, avec en prime une photo. Aujourd'hui, ils vont montrer la fameuse photo au premier couple victime des cambrioleurs. Maintenant, il y a une voiture qui a été retrouvée à moitié brûlée, dans laquelle on a trouvé des faux documents de faux agents des eaux, avec une photo dessus. Donc pourquoi je viens aujourd'hui chez vous? Parce que j'aimerais vous montrer cette photo. Oui. Et que vous me disiez si ça vous dit quelque chose, puisque vous avez quand même vu ces gens-là. Je vous laisse regarder si ça vous dit quelque chose. Les victimes scrutent avec attention la photographie. C'est pas les policiers, ça. C'est pas ceux qui se faisaient passer pour policiers. Non. Et ça pourrait être le faux agent des eaux? Non, le faux agent des eaux est beaucoup plus jeune. 25 ans par là. Il avait une casquette. Une casquette, il me semblait, lui. Donc ça vous... il ne fait pas partie de ces gens-là, pour vous? D'accord, ok. Le couple tente désormais de tourner la page. Moi, ça ne m'a pas empêché de dormir. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Je n'ai pas loupé une heure de sommeil dans la nuit qui a suivi, et puis c'est tout. Voilà. On était intacts. C'est le principal, on est d'accord. C'est encore pas découvert les 210 € qui ont beaucoup Oui, compté. c'est vrai, vous avez raison. Denis sait qu'il doit absolument arrêter les voleurs, car ce genre de criminel n'a aucune limite.
Et ce qui est embêtant dans ce phénomène, c'est qu'il s'attaque à des personnes âgées et on peut redouter à un moment donné que ça se passe, soit ça se passe mal. On a aussi des personnes âgées qui peuvent être armées. Hein. Enfin, ça peut se passer de diverses manières et ces gens-là pourraient devenir aussi peut-être agressifs. On n'a pas eu le cas pour l'instant dans la région parce que les gens se font berner gentiment. Donc ils profitent de ça. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'un jour ça se passe mal et puis qu'une personne on subisse les conséquences, quoi. Depuis notre tournage, la gendarmerie de Saverne travaille en étroite collaboration avec la police judiciaire de Paris. Car sans le savoir, le chef de nid a mis la main sur un énorme réseau qui sévit partout en France. Lieutenant-colonel Lefort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la cellule des officiers presse. En quoi cela consiste exactement ? Nous sommes chargés pour la Direction générale de la gendarmerie nationale d'accueillir les journalistes sur toutes leurs demandes. Donc que ce soit les journalistes papier, radio, télévision, mais également toutes les sociétés de production pour pouvoir organiser avec elles les reportages en immersion dans nos unités de gendarmerie. Alors, est-ce que vous avez conscience que le cliché du gendarme, c'est pour tout le monde, hein, c'est celui qui arrête les automobilistes sur l'autoroute pour les verbaliser ? Oui, effectivement, ça fait partie des missions du gendarme que d'être parfois contraint à verbaliser des personnes qui se trouvent en infraction sur le bord des routes. Ouais. C'est une partie de nos missions, mais c'est une partie qui n'est pas tellement importante, un peu plus de 10%, 10% de notre activité. Alors, quelles sont vos missions ? Donc nos missions, essentiellement donc, des missions d'ordre administratif, des missions de police judiciaire également, énormément, et puis enfin, effectivement, des missions militaires et des missions de sécurité routière. Bien souvent, on ne connaît pas la différence entre les gendarmes et les policiers. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? C'est surtout une histoire de territorialité. C'est-à-dire que le gendarme est implanté sur 95% du territoire, qui représente environ 50% de la population. Les policiers, eux, sont sur les paysages un peu plus urbains, avec la même quantité de population, donc les grandes villes. Mais donc les missions sont significativement identiques. D'accord, d'accord. Ça vous arrive de travailler en étroite collaboration avec les policiers dans quel type de circonstances ? Bon, on travaille régulièrement avec les policiers, effectivement, hein, puisque nous sommes dans la poursuite de nos enquêtes lorsqu'elles se trouvent dans leur territoire. On poursuit nos enquêtes sur le territoire qui est habituellement celui de la police nationale. On sait que le délinquant ne s'arrête pas à une frontière administrative. D'accord. Il y a un groupe que tout le monde connaît, c'est le GIGN. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc le GIGN qui va fêter son 40e anniversaire bientôt. Hein. Donc c'est une unité que déjà, tout le monde connaît. Ça veut dire quoi, GIGN ? Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Ouais. Le GIGN intervient pour mettre un terme à des prises d'otages un peu partout sur le territoire, des forcenés, des gens qui mettent en danger d'autres personnes. Donc là, on a nécessité souvent d'engager le GIGN pour ces opérations-là, mais également pour tout ce qui concerne la formation des négociateurs, et toute la gestion de la crise. Alors, est-ce que vous sentez que les jeunes qui veulent faire partie de la gendarmerie ont un intérêt particulier pour ce groupe d'intervention ? Oui, ça fait partie effectivement du mythe, mais les jeunes candidats ont une vision un peu plus générale de cette situation. Tout le monde ne veut pas rejoindre le groupe d'intervention. Et en parlant justement de ces jeunes qui veulent travailler pour la gendarmerie, est-ce qu'il y en a assez chaque année ? On a la chance d'avoir effectivement de nombreux candidats. On a à peu près 100 000 candidats chaque année. Pour combien de postes ? 3 000 postes environ chaque année, donc de sous-officiers. Mais malgré tout, il faut effectivement rappeler que la gendarmerie est là et que c'est un beau métier. Donc. Quelles sont les qualités requises pour être un bon gendarme ? Donc les premières des qualités, effectivement, ce sont des qualités morales. Il ne faut pas avoir été condamné, avoir un casier judiciaire vierge. Mais ensuite, il faut aussi vouloir s'engager au profit des citoyens, de manière à leur rendre service le plus possible. Ça, c'est une volonté d'engagement, de conditions aussi physiques, de bien avoir en conscience toutes les difficultés auxquelles on sera confronté. Donc voilà un peu ce qui doit animer notre jeune candidat. Très bien. Merci, lieutenant-colonel, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur le numéro 23 dans Révélation.